Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président est bien. Bonjour à tous à nouveau. Monsieur le témoin, bonjour. C'est maintenant le tour de la défense de Monsieur Blégoudet de prendre la parole. Je donne donc le micro à Maître Ndré. Bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir, maître. Je suis maître Claver Ndri Quadio, co-conseil dans l'équipe de défense donc, de monsieur Charles Blégoudet, et aussi membre du barreau de Côte d'Ivoire. Je vais donc vous poser des questions pour le compte de notre équipe de défense. Je voudrais parler de la formation avec vous. C'est quoi une formation commune de base? Qu'est-ce que c'est? Une formation commune de base, c'est la formation qu'on inculque, qu'on donne aux recrues, aux engagés, aux nouvelles personnes qui viennent dans l'armée. Donc c'est la première formation. Elle dure environ 45 jours à 3 mois maximum. Donc c'est la formation de base que tout militaire, quel que soit son rang, qu'il soit engagé au niveau militaire du rang, qu'il soit engagé au niveau sous-officier futur, qu'il soit engagé en tant qu'élève officier, tous passent par cette formation appelée la FCB, formation commune de base. D'accord. Donc la durée minimum de cette formation, c'est 45 jours. Oui, 45 jours minimum. D'accord. Monsieur le témoin, vous avez parlé de notre armée, l'armée de Côte d'Ivoire, qui n'avait pas recruté donc depuis 90. Donc il y avait un problème de sous-effectif lors donc, de l'attaque de 2002, ce qui a justifié donc le recrutement de 3000 soldats. Ma question est relative à une information que nous avons eue ici par certains témoins. Je vais parler de P164. Je voudrais qu'on se axe sur le mode de recrutement. Ici, il s'agit d'un recrutement massif. Est-ce qu'en dehors de ce recrutement, de cette modalité, est-ce qu'il y a un autre type de recrutement, une autre forme de recrutement en dehors de l'appel massif, ce que vous avez appelé recrutement national? Bien, je dirais qu'il y a grosso modo 3 types de recrutement. Le recrutement au niveau officier, à partir d'un concours, au niveau sous-officier, à partir d'un concours. Maintenant, je pense que ce auquel vous faites allusion, le recrutement au niveau des militaires du rang. Bon, c'est celui-là qui existe, qui est national, qui est dans les textes officiels. Donc, les 3000 qui ont été recrutés en 2002, c'est par ce biais. Avec des structures, je ne maîtrise pas techniquement les rouages, mais il y a une procédure,
qui passe par, je crois, les mairies, ensuite le ministère de la Défense a un bureau. Bon, je ne souhaiterais pas dire faux, mais ce recrutement a fait l'objet de cette procédure. C'était un recrutement national. Est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en temps ordinaire, les mairies interviennent? Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Bon, je pense qu'il y a un recensement qui se faisait ou qui se fait chaque année au niveau de chaque commune. Donc, dans le processus, selon la situation, bien sûr, parce que nous étions en temps de crise, comme beaucoup d'autres actions ont été menées avec, je dirais, soit une souplesse, soit une simplification de la procédure. Bref, on était en crise. Donc, il y avait une certaine adaptation de façon générale. Est-ce que je peux dire, je le dis, c'est que le recrutement des 3000 répondait à un besoin que le commandement militaire a posé, comme on dit, aux politiques, et qui a répondu. Et on a eu 3000 jeunes pour étayer les effectifs, pour renforcer les effectifs, pour rajeunir surtout les effectifs de l'armée. Monsieur le témoin, pour vous répondre, c'est que le mouvement donc, est parti donc, des autorités militaires, donc remonter cette information aux autorités politiques qui ont donné une suite favorable à cela. C'est ce que vous dites? Exactement. D'accord. Au risque de nous répéter, on comprend tout, mais pour que tout soit clair, quand vous parlez d'autorité militaire, vous parlez de l'état-major de l'époque. De l'état-major, oui. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne sur l'historique, mais on va passer très vite là-dessus. En 2002, je vais vous demander de faire un peu un travail de mémoire. Je sais que c'est un peu difficile souvent. Alors, en 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée. On ne revient pas sur certains points, considérés comme déjà des acquis. Et la rébellion armée, pour utiliser un terme que je vais retenir, donc Bouaké devient une position tenue. Je suis dans le vrai, n'est-ce pas? Occupé. Ah, occupé. D'accord. Alors, donc, Bouaké devient une position, donc, une ville occupée. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2002, donc au moment où Bouaké est occupé, les Ivoiriens, certains, dans un sursaut national, décident donc d'aller les mains nues pour libérer la ville de Bouaké. Est-ce que vous avez souvenance de ce moment-là de l'histoire, donc de la crise en 2002? Bien. Il est vrai que j'étais un soldat, donc préoccupé davantage à participer au combat, parce qu'on était interpellé en tant que militaire, mais on ne pouvait pas être sourd et aveugle à ce mouvement massif de la population civile, de la société civile, et qui voulait réagir, comme vous le dites. Oui, c'était des faits.
Je pose la question parce que comme vous dites que vous étiez à Yamoussoukro, est-ce que vous avez souvenance toujours dans ce même mouvement de l'information qui avait été donnée toujours en son temps, selon laquelle la ville de Bouaké avait été libérée, toujours en 2002, à un moment donné? Effectivement, ça fait partie aussi tout d'abord de l'historique des actions militaires. Quand l'ennemi était rechassé d'Abidjan, donc qui s'est cloîtré au niveau de Bouaké, il y a eu aussi une offensive de l'armée pour pouvoir aussi encore les dégager de Bouaké. Et malheureusement, ou bien oui, c'était nous, Bouaké était libéré, mais au résultat, dans un court moment. Tout ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et puis bon, ça n'a pas marché. On a dit ça comme ça. Mais sinon, les habitants sont sortis et ont manifesté leur contentement de retrouver la ville libérée. Un manque de peau, c'est moi l'expression. Ça ne s'est pas terminé comme ça devait l'être. Excuse me. My question would be, do you know this? How do you know this? Mais ma question, c'est la suivante. Comment est-ce que vous le savez? Parce que vous y étiez? Ou bien parce que c'est de notoriété publique, en tout cas en Côte d'Ivoire? Ou est-ce que vous l'avez appris à la télévision, dans les journaux? Enfin, par quel biais avez-vous appris ce que vous savez sur Bouaké en 2002? Oui, doublement. D'abord par l'information qui circule au niveau des armées, puisque c'était des unités militaires qui ont mené l'action. Et deuxièmement, on l'a vu à la télé, où les populations exprimaient leur joie. Maître André? Alors, monsieur le témoin, est-ce que au moment où vous étiez donc à Yamoussoukro, le centre des opérations se trouvait à la résidence du premier président de la République de Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny? Est-ce que c'était là-bas que se retrouvait ce centre? Et en même temps, pour poursuivre, pour ne pas que je revienne encore sur la lancée, si oui, est-ce que le ministre Lida Kwasi se retrouvait aussi dans ce même centre? Le ministre de l'époque, le ministre de la Défense. Bien, les locaux qui ont abrité à un moment donné l'état-major du Com-Théâtre, effectivement, c'était les locaux plutôt d'une partie de la maison des hôtes. Parce que c'est un domaine, il y a la maison du feu président Félix Houphouët-Boigny et il y a aussi la maison des hôtes. Donc c'est une partie de la maison des hôtes qui abritait l'état-major du Com-Théâtre. Maintenant, est-ce que le ministre Lida Kwasi s'y est rendu? Je vais dire que c'est son devoir. Donc, je ne peux pas dire oui ou non, mais je dis que c'est son devoir. Le ministre de la Défense, il peut venir voir ses troupes. Non, c'est pas une hypothèse en fait que je fais. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire s'il était là ou pas? Non. Si vous le savez, oui ou non. Mais à quel moment? Puisque, excusez-moi, mais son rôle, c'est pas d'être au Com-Théâtre, mais par contre, son rôle, c'est éventuellement de venir au plus près de ses troupes. D'accord.
Vous avez parlé, lorsque monsieur le procureur vous interrogeait, d'une visite de M. Charles Blé Goudé que vous aurez donc apprise par personne interposée. Est-ce que, toujours effort de mémoire, si ce moment donc d'effervescence, de liesse populaire dont on avait parlé tout à l'heure, en ce qui concerne la libération de Bouaké, ce qui a provoqué l'effervescence populaire, ne coïncidait pas, devoir de mémoire, ne coïncidait pas avec ce moment de la présence de M. Charles Blé Goudé à Bouaké, si vous vous souvenez. Effort de mémoire. Si je ne m'abuse, M. Blé Goudé est venu plus d'une fois vers les hommes. Quand on dit vers les hommes, il n'allait pas directement dans un groupement. Il passait par le commandement du Com Théâtre et les gens étaient informés que, bon, je vais dire, un leader qui vient, il n'était pas le seul pour encourager les troupes. Maintenant, dans ma mémoire, au niveau de Bouaké, mais la période qui me revient, c'est après. C'est après, c'est-à-dire c'est après 2002, mais toujours dans la période de 2003, pas trop loin. Maintenant, c'est différents passages où je ne peux pas retracer ce parcours-là. D'accord. Vous dites qu'il n'était pas seul, il était avec qui? En fait, quand je disais qu'il n'était pas seul, bon, bien évidemment, lui, il était avec des gens. Ça, je ne saurais les décrire. Mais quand je n'étais pas seul, je veux dire, c'était pas le seul mouvement de la société civile qui venait nous soutenir. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Sinon, bien évidemment, quand il ne venait pas seul, puisqu'il appartenait à une organisation de la société civile. D'accord. En dehors de lui, est-ce que, toujours devoir de mémoire, enfin, effort de mémoire, est-ce que vous pouvez nous citer un membre de la société civile autre que M. Charles Blé Goudé qui venait? Bon, un fait précis, quand j'étais chef de corps du 1er BCP, 1er bataillon commando parachutiste, en ce moment même, j'étais le commandant en second. Nous avons subi une attaque des deux camps d'Akwedo. Et dans la soirée, avant l'arrivée du chef suprême des armées, le président de la République, il y a un mouvement de femmes citoyennes qui est passé pour faire la même chose, pour nous encourager. Et puis, il y en a eu d'autres ailleurs, mais je ne saurais faire la comptabilité là. Et nous qui n'étions pas là, ces encouragements se ramenaient à quoi? Une direction des troupes ou juste dire que la nation, par exemple, ivoirienne est derrière vous? Ou une direction effective des troupes? Bon, respectueusement, peut-être pour faire court, il y a une frange de la population, je dis une frange parce que je ne pouvais pas apprécier de ma position les effectifs, mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle les efforts de guerre. Il y a eu des milliards qui ont été cotisés, donc ça allait un peu dans ce sens. Il y avait des gens qui venaient soutenir à travers un effort de guerre avec de l'argent, d'autres c'était avec des encouragements, c'était tout, sauf des directives. Quand vous parlez d'efforts de guerre, vous parlez par exemple des cotisations qui ont eu lieu?
Oui, puisqu'on s'était dit publiquement à la télé, chaque fois le porte-parole disait telle entité, telle collectivité a donné tant d'argent et tout. Donc ça allait un peu dans le sens, à mon avis, de ceux qui se déplaçaient pour venir au contact de leurs soldats. D'accord. Et cet effort de guerre-là, soit sur le plan financier ou quoi, c'était pour quoi? C'était pour à quelle fin? Enfin, je tiens à vous dire que je pose des questions comme ça, vous pouvez trouver ça comme des questions de trop, mais c'est pour des détails de notre dossier. Et pour que tout soit clair. Moi, je pense que c'était des citoyens, des civils, à des niveaux de responsabilité différents, qui manifestaient leurs sentiments, leur encouragement pour leurs soldats qui étaient en mission, la mission confiée par le politique, qui était de libérer la partie du pays occupée. Donc toutes ces actions-là étaient considérées comme des encouragements. Pour finir sur ce point, est-ce que les dons, je peux appeler ça comme ça, ou cotisations, ou participations financières, si vous avez souvenance, faisaient l'objet donc de récapitulatifs, même dans les journaux, dont Fraternité Matin, en ce qui concerne le don, par exemple, des différentes sociétés en Côte d'Ivoire, des sociétés privées, qui faisaient des dons, et cela était donc récapitulé dans ce journal La Fraternité Matin comme effort de guerre. Est-ce que vous avez souvenance de ça? J'ai souvenance que ça se faisait à la télévision. D'accord. Monsieur le témoin, c'est quoi un poste avancé? Bien. Dans le langage militaire, bien sûr. Un poste avancé, c'est lorsque vous avez un dispositif, je veux dire principal, une unité constituée, ça peut être un groupement ou un sous-groupement, à une zone d'action, donc à un PC, à une zone bien précise. Mais à un PC où se trouve, comme on dit, le gros. Et maintenant, vu la situation, on peut décider de faire un poste avancé. Bien sûr, toujours en direction, la direction ennemie, la direction la plus dangereuse, pour avoir un œil au plus loin. Bien évidemment, pour éviter la surprise, pour avoir, bref, etc. Mais le poste avancé, c'est par rapport au dispositif principal. D'accord. Vous étiez donc au niveau du PCO. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait un poste avancé des FDS à Sapia? Si vous vous souvenez, à Sapia. Non, j'avoue que là, c'est... When? Can we? Mais quand? Poste électoral. Je ne sais pas. Et en 2003, 2002-2003. Bien, je dis quelque chose qui ne va pas forcément être la réponse attendue, mais les positions sont en temps normal sur une carte. Il y en a plusieurs. Donc franchement, il est difficile pour moi de dire, surtout un poste avancé, de le retenir dans telle ou telle zone. Je ne pourrais pas le faire. D'accord, monsieur le témoin.
Je voudrais qu'on revienne sur l'attaque. Enfin, je ne vais pas avancer ça comme ça. Est-ce que vous avez été informé d'une attaque de l'ennemi sur le centre émetteur d'Abobo? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce fait? Bien, bien évidemment, je n'ai pas été informé avant, mais les résultats, au risque de ne pas donner de bons chiffres, je sais que cette antenne était attaquée. Le gardien ou les forces de l'ordre qui étaient là-bas ont été tués. Vous vous souvenez à peu près de la... Also here, I would ask to put it in time. Oui, là aussi, je vous demande de trouver une référence temporelle, s'il vous plaît. C'est ma question qui suivait. Vous avez entendu la question du président, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de la période de cette attaque du centre émetteur d'Abobo? Bon, j'ai failli lister dans le moment chaud. Ça fait partie de toutes les attaques que nous avons subies. Donc, il y a eu ça. Il y a eu l'attaque de l'antenne d'Abobo, il y a eu des morts, même le gardien ciblé, je crois qu'il était brûlé. Il y a eu ça. Maintenant, la date, bon, c'est un peu difficile. Mais vous confirmez que c'était pendant la période, la crise post-électorale? Oui, là, je confirme. D'accord. Monsieur le témoin, je voudrais qu'on revienne à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ce matin, à plusieurs reprises d'ailleurs, je crois 2 ou 3 fois, vous avez parlé de la crainte donc, de l'ouverture de cette maison d'arrêt et vous avez lié cela à l'expérience. De quelle expérience est-ce que vous faites allusion? Bien, bon. J'ai failli dire qu'en Afrique, les conflits se ressemblent. Bon, tout ça aussi, on étudie. Donc, ça et là, c'est souvent, malheureusement, ça fait partie de la stratégie de certains. Parce que libérer les prisonniers, c'est augmenter l'insécurité. Très souvent, ce n'est pas celui qui défend qui le fait, mais c'est celui qui vient s'emparer. On peut dire que c'est des choses qu'on prend en compte parce que c'est du vécu. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu ça. Il y a eu ça en Côte d'Ivoire. Je vais vous suggérer une date. Le coup d'État contre Henri Konan Bédié en 1999, est-ce qu'il y a eu ouverture des prisons? Oui, effectivement, oui. Avec la conséquence que vous venez donc de décrire, à savoir l'insécurité, la montée de l'insécurité. Alors, je voudrais savoir, pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, de la crainte, est-ce qu'il y a eu effectivement l'ouverture de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan? Pendant la crise post-électorale, est-ce que, si je dis me semble, est-ce que c'est une réponse qui est valable ici? Do you know? Le président, est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Non, je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, ce matin, si vous voulez qu'on aille à huis clos, comme le président l'a dit, vous le dites, on va aller à huis clos pour votre réponse. Vous nous avez parlé d'accusations dirigées contre vous, avec donc l'assistance de
Maître Diomandé. Et vous avez dit que vous étiez accusé de faits très graves, sans toutefois dire de quoi est-ce qu'on vous accusait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Si vous voulez, c'est à huis clos, partiel, si vous voulez, ou le faites à l'audience publique. Bien. Effectivement, par rapport aux questions ce matin, et en m'appuyant sur ma déposition, c'est des éléments que j'ai relevés. Quand il y a eu le changement, le terme de changement, un certain nombre de militaires ont été taxés. Donc, d'une part, on a été traduit devant le tribunal militaire. C'est ainsi que, en tant que citoyen, nous nous sommes offert les services d'un avocat pour faire face à la justice. Donc le chef d'accusation, je ne saurais le dire ici parce que ça renfermait un peu de tout, mais grave. Dieu merci, humblement, avec l'appui de mon avocat, j'ai pu répondre. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je sollicite un huis clos partiel, s'il vous plaît. Yes. Le Président, oui. Passons brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît. We are back in open session, Mr. President. La greffière d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Ndri. Oui, monsieur le témoin, vous pouvez donc répondre à la question. Vous avez été accusé de quel type d'infraction? Bien. Comme je disais tout à l'heure, un ensemble de militaires, dont moi, dans le chef d'accusation, qui avait l'heure d'un kit. Il y avait meurtre, détournement de deniers, recel de cadavres, non-respect des consignes, tuerie, massacre. Donc, j'appelle ça un kit. Parce qu'on était plusieurs à l'avoir. Est-ce que cette procédure a connu un déroulement devant soit le juge d'instruction ou un dénouement? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes partis avec notre avocat pour répondre. Et on a eu des audiences selon les règles de l'art. Certains ont eu des procès selon les règles de l'art. D'autres ont été acquittés. Dont vous? Oui. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez assisté une fois à une réunion
avec M. Charles Blé-Goudé. Je n'ai jamais assisté de réunion avec M. Charles Blé-Goudé. Monsieur le Président, Maître Hendry? ceci conclut donc l'interrogatoire de l'équipe de défense de M. Charles Blé-Goudé. Juste, on m'a signalé une erreur dans le transcrit. En anglais, lorsque je me présentais, j'ai dit que j'étais le co-conseil. Et là, en anglais, ils ont écrit lead counsel. Juste pour une correction. Le professeur Knops n'est pas venu ce soir, mais je ne voudrais pas qu'il le lise. OK, thank you. Le Président, très bien. Aujourd'hui, vous êtes conseiller principal. It is now for the office. Je redonne la parole maintenant au représentant du bureau du procureur pour des questions complémentaires. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, puis-je demander à la Chambre de bien vouloir m'accorder une pause de 10 minutes. Nous allons en terminer aujourd'hui, je vous en assure, mais vu les questions qui ont été posées, je vous souhaiterais obtenir des documents, des versions papier de documents. Je voudrais juste obtenir ces documents avant de poser mes questions. Le Président, de combien de temps vous pensez en avoir besoin pour vos questions complémentaires? Monsieur MacDonald, je devrais avoir terminé autour de 16 heures au maximum. Le Président, très bien. Nous allons suspendre l'audience pendant 10 minutes et nous reprendrons donc dans 10 minutes. Monsieur MacDonald, merci. Le Président, l'audience est suspendue.